que j'ai tout bon, parce que moi, j'y vais à fond sans vérifier. Là, on est bon. Là, on est bon. On a un petit peu d'avance. Voilà, on est tout bon. On est en direct. De toute façon, on est en avance. Ça va laisser le temps à tout le monde un peu d'arriver. Et ah oui, il me manque Instagram. Voilà. 0. Ah, mais c'est normal. Et YouTube, c'est bon? YouTube, on est en ligne. Et ouais. On les voit, les commentaires. Tu les vois. De là, tu les vois. Bah oui. De là, tu arrives à lire. Oui. Tu rigoles. Et sinon? C'est vrai? Bah oui. Non, c'est pas possible. Si. Ah, ça arrive, c'est bon. 3. Ah, attends, fais voir. Et moi, je mets ça. Salut! Vous allez nous dire déjà si le son est correct. Ça serait cool de commencer par nous dire si le son est bon. Il y a un commentaire. Pourquoi je ne l'ai pas qu'il apparaît? On s'est équipé de deux micros chacun et du coup, on va voir si ça fonctionne correctement. Salut Guillaume. Salut Guillaume, bonjour. Salut Fred. Est-ce que le son marche? J'aimerais bien que vous me disiez là, vous me dites juste oui ou non. Alors allez-y, j'attends votre réponse. Hein. Son OK. Même quand Jérôme parle? Et est-ce que le mien est correct? On vous demande parce que c'est des tests nouveaux. Est-ce que mon son est propre et on ne dit pas qu'il y a des échos, c'est normal. Okay. Salut Sandra. Okay, ouais, c'est bon, c'est tout bon. On est tout bon. Parfait. Enchanté Sandra. Enchanté. Alors ça doit être perturbant parce que c'est vrai que moi je sais, je la connais Sandra, mais toi tu l'as jamais vue, donc du coup ça fait bizarre de se dire quelle couleur on prend, on a du reflet ou pas? On prend une couleur sombre. Ah, il y a trop de reflets, allez, on reste sur du clair. Super. On va prendre de l'entre-deux. Bon alors bonjour à tous. Oui, likez, Sandra a la raison. Likez, partagez, faites tout ce qu'il y a à faire. Comme d'habitude, moi je vais faire les recommandations d'usage. Si tu es sur Facebook, si tu es sur Instagram, rejoignez-nous sur YouTube parce que pour l'instant, petit à petit, on s'équipe, mais je n'ai que les commentaires là. Donc, je viens de me faire ridiculiser par Jérôme qui m'a dit que d'ici, il arrivait à lire les commentaires juste là, ce qui n'est absolument pas mon cas. Tu les vois, c'est vrai? Oui. Bonjour de Narbonne, Jean-Pierre. Vous allez parler de l'outil immobilier. Ouais, non, mais moi, mes yeux, moi j'ai des lunettes. Fais voir. Moi, je me suis opéré, donc du coup, au prix de l'opération, heureusement que je vois. Vous allez parler de lotier immobilier? Non. Alors, on peut en parler, mais on en parlera tout à l'heure. Ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a envie de parler de comment débuter en immobilier. On va déjà le partager de notre point de vue respectif, parce qu'on peut ne pas avoir les mêmes avis, et ça va être intéressant. J'ai envie aussi qu'on voit un petit peu l'angle sous lequel on peut attaquer, c'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui se posent des fois la question, est-ce que je crée tout de suite une SCI? Est-ce que j'achète en nom propre? Sans parler, on ne va pas rentrer dans du juridique compliqué, mais voilà, j'entends même des fois des gens qui disent, est-ce que je peux acheter mon premier bien en SCI? On connaît tout, mais il y en a certains qui connaissent la réponse, bien évidemment que oui. Mais voilà, j'avais envie aujourd'hui qu'on parle un petit peu de ça. Merci. On va aussi, cet après-midi, rapidement, hein, on fera une petite vidéo sur le groupe privé pour tous ceux qui sont sur le groupe privé, pour vous donner les dates des prochains coachings de groupe, pour vous donner d'autres informations indépendantes à tout ce qu'on peut faire ici. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse parce que parmi vous, il y en a qui sont dans les groupes privés. Donc, j'en profite pour vous faire passer l'information. Ça sera cet après-midi sur le groupe. Et puis, comme j'avais dit aujourd'hui, il y aura une nouvelle vidéo. On en parlera tout à l'heure. On ne va pas vous embêter avec ça. Bien évidemment, comme d'habitude, donc le live précédent va être exporté sur la chaîne Immobilier Compagnie Podcast. À ce sujet, je vais en profiter pour vous partager une idée que j'ai testée, dont j'en ai parlé tout à l'heure à Jérôme, mais j'ai testé ces derniers jours. Vous l'avez compris, hier, je vous en ai un petit peu parlé, je vais pas mal sur Clubhouse et j'ai une idée d'une nouvelle émission qu'on va pouvoir faire avec Clubhouse. Je pense que sur Clubhouse, je vais organiser une room tous les vendredis après-midi, alors pas aujourd'hui parce qu'il y a du monde, mais tous les vendredis que je vais pouvoir, où tout le monde pourra venir se connecter et où on va avoir des discussions tous ensemble et j'en ferai un podcast en plus, donc une deuxième émission. Donc, je vais vous tenir au courant. Je lance un peu l'idée parce que j'ai fait tous les tests. Au niveau sonore, ça marche. Au niveau de l'organisation, ça marche. Donc, je vais organiser ça petit à petit. Mais ça va être une discussion libre. Et je pense sur l'entrepreneuriat. Parce que j'ai un peu envie sur les podcasts, ceux qui me suivent, vous savez que je parle aussi d'entrepreneuriat. Et c'est un endroit où je peux en parler. Et du coup, j'ai envie qu'on parle d'entrepreneuriat sur les podcasts. D'autres sujets que forcément l'immobilier. Pas parce que j'ai plus envie de parler d'immobilier, on fera des émissions sur l'immobilier, mais parce que je trouve que c'est cool de s'ouvrir à d'autres choses et de pouvoir échanger. Donc voilà, je vais faire des rooms, je pense, je vais vous tenir au courant. Ça ne sera pas pour la semaine prochaine, mais on va dire que d'ici fin avril, je vais mettre ça en place. Je suis en train de l'organiser. OK. Donc, vous nous posez vos questions, toutes les questions que vous voulez nous poser. On peut parler de lotier si vous voulez qu'on en parle. On va essayer quand même dans une première partie, si tu es d'accord, de voir comment débuter en immobilier. Ça va être intéressant parce que Jérôme, maintenant, ça fait
Un an que tu bosses pour Lotier, un peu plus maintenant, je ne sais même pas. Ça. Un peu plus. Ouais, un an et demi, je sais pas. 1 an et demi, bon, c'est pas la question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle tous les deux. On se dit qu'aujourd'hui, avec maintenant on voit ce qu'on arrive à faire avec certains clients et tout, eh bien, finalement, on ne recommencerait pas de la même façon. Exactement. Il y a certaines affaires qui passent où je voudrais bien fait. Oui, c'est comme ça. Comme ça. D'ailleurs, à ce sujet, on peut aussi le dire, il va y avoir des vidéos qui vont arriver sur les affaires qu'on aura fait sortir pour des clients. On va vous partager ça parce qu'effectivement, il y a des affaires qu'on aurait bien fait. Exact. C'est comme ça. Et il vaut mieux les faire partager aux clients qu'elles soient faites par quelqu'un d'autre. Tu vas à un enterrement, ça fait videur de boîte de nuit, l'immobilier ne sera pas possible. J'aime beaucoup ton humour, Gabi, en elle-même. Bon, allez, on va comment Jérôme, ce qu'on va faire, si tu es d'accord, si tu es d'accord, ben vas-y, si tu as besoin de l'écrire, écris-le, ou si tu as besoin juste de leur dire. Est-ce que tu pourrais nous dire comment, toi, aujourd'hui, tu commencerais l'immobilier si tu devais le recommencer maintenant? Pour quelqu'un qui commence, ça peut être intéressant en partage d'expérience. Oui, tout à fait. Alors d'abord, il faut essayer de voir, il faut établir votre profil à la fois personnel, professionnel. Par exemple, il va y avoir des profils qui ont peut-être plus envie d'être avec du risque ou peut-être plus posés. Alors ça, c'est un lien aussi avec votre activité professionnelle. Donc il faut déjà prendre sur vous et essayer de voir quel profil pour vous avez. Alors n'hésitez pas à poser des questions à votre entourage. Est-ce que vous avez un profil plutôt bon ben j'y vais et je verrai bien comment ça se passe, ou vous avez un profil peut-être plus sécurisé qui vous demanderont des assurances supplémentaires avant de pouvoir vous lancer. On connaît tous des gens qui souhaitent investir et qui n'ont jamais franchi le pas. Et peut-être c'est peut-être pour ces raisons-là qui vous permet, avec cette analyse-là, de vous situer dans la recherche que vous allez faire après. Je donne un exemple. Demain, vous êtes cadre dans une grosse entreprise, vous voulez investir. Peut-être que vous avez besoin d'un petit bien pour commencer sécurisé, pour vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier, pour après augmenter au fur et à mesure votre patrimoine. Parce que vous avez un travail qui est hyper prenant, vous avez beaucoup de responsabilités, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir une notion de risque supplémentaire déjà avec le boulot que vous avez. Demain, vous avez une responsabilité d'entreprise, donc en tant que dirigeant cette fois-ci, c'est pareil. Il vaut mieux peut-être être au bureau de façon sereine que de se lancer directement avec peut-être des problèmes que vous allez avoir à gérer, qui sont toujours de bons problèmes, mais qu'il va falloir gérer et du coup, ça va vous prendre un petit peu de temps dessus. Donc, c'est de voir votre profil, que ce soit d'investisseur, futur investisseur, votre profil professionnel et votre personnalité qui sera à définir. Donc, ça, c'est déjà le premier point, de ne pas croire que tout le monde est capable de partir de suite sur un gros bien, sur un gros budget, même si vous avez les moyens potentiellement pour emprunter, mais surtout d'être clair avec vous sur ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie et pas ce que tout le monde peut vous conseiller, parce que ça peut être facile d'avoir un conseil de quelqu'un qui l'a fait ou qui l'a pas fait, mais c'est pas votre propre sentiment en fait. Donc voilà. Donc déjà toi, avant même là, si tu recommençais, tu définirais, tu définirais en premier ta propre appétence au risque finalement. Tout à fait, ouais, c'est ça. Tu commencerais par ça. Moi, j'ai pris un premier bien où je me suis lancé dans beaucoup de travaux. Et je me dis, pour vous dire, je crois que je l'avais acheté 70 000 et je l'avais mis 90 000 euros de travaux. C'était un gros truc. Donc, j'ai fait des erreurs, hein. Je me suis planté par les fournisseurs. Voilà, j'ai fait tout ce qu'on pouvait. Et tu m'as appelé. C'est ça. Tout ce qu'on pouvait imaginer. Je me rappelle. L'idée, c'est peut-être que si j'avais commencé avec quelque chose de sans travaux, peut-être que voilà, j'aurais plus basculé au fur et à mesure. Alors, j'ai rectifié le tir derrière. Je suis reparti sur un projet un an et demi après avec autant de travaux, mais je l'ai vu différemment. C'est ça. Et voilà. Et après, on voit les choses différemment. Et c'est pour ça que peut-être si on a fait cette situation avant, ça évite de partir. Ouais, donc toi, tu partirais sans travaux au départ. Et tu prendrais plus de risques ou moins de risques du coup? Parce que si tu prends pas de travaux, tu prendrais plus de risques sur le prix alors. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que je m'engagerais sur un prix un petit peu plus important. Ouais. Avec des revenus. Après, ça a fonctionné. Hein. Oui, bien sûr. Il ne faut pas refaire l'histoire. Mais j'avais une situation au moment qui me permettait de dégager du temps. Et donc, j'ai pu le faire. Donc, bon an, mal an, ça s'est fait en fait. Oui, c'est vrai. Tout à fait. D'accord. Donc là aussi, tu donnes une information intéressante, être au clair sur sa propre situation. Moi aussi, j'ai fait les mêmes. Mais pourtant, moi, je n'avais pas un défaut de temps, mais j'ai souvent sous-estimé le temps nécessaire pour faire fonctionner une opération. Et quand je dis faire fonctionner,
ça marche tant avec les travaux que aussi avec les immeubles qui ont des problèmes. Parce que des fois, tu n'as pas que des problèmes de travaux, des fois, tu as des problèmes de locataires. Et ça prend du temps à régler, ça aussi. C'est sûr. D'accord. Donc, toi, quand tu recommences aujourd'hui, donc pas forcément des travaux et quelque chose de forcément plus cher. Est-ce que toi, tu as acheté dans ta région, au final, beaucoup dans ta région. Est-ce que maintenant, tu t'ouvrirais plus? Ou est-ce que tu vois aussi, parce que là, l'avantage que tu as avec Lotier, c'est que tu commences à avoir maintenant des affaires un peu partout. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Alors, moi, c'est assez drôle parce qu'on peut le conseiller aux clients, mais moi, j'ai un tout petit secteur, mais vraiment un tout petit, où j'ai mes investissements là-dessus. Et maintenant, j'irai à l'extérieur. Pourquoi? Parce que j'ai accepté qu'on pouvait mettre en gestion. Et avant, en fait, d'avoir le système de l'agence, on n'en parle pas. Mais pour moi, je devais tout faire tout seul. Et je me disais qu'à 1 heure de route, c'était pas possible, quoi. Ouais, d'accord. Donc, maintenant, je suis venu à dire, ton premier investissement, je le conseille à proximité, rien que pour être rassuré. Pour être rassuré que s'il y a un problème, vous n'êtes pas loin, même si vous y allez jamais, même si vous le mettez en gestion, c'est psychologique d'avoir un bien juste à côté de chez soi. Ça montre que ça marche et que vous pouvez après aller un petit peu plus loin. Maintenant, j'irai un petit peu plus loin, mais avant, je n'étais pas prêt. Il y a un point aussi qui est sous-entendu dans ce que tu dis, je me permets, c'est que pour être rassuré ou pour même t'aider à passer à l'acte, parce que quand tu commences, des fois, il y a juste le problème du passage à l'acte. Et le fait que ce soit à côté de chez toi, ça t'a aidé à passer à l'acte. Exact. Donc voilà, après, la première maison, le premier que j'ai découpé, qu'on a fait 3 logements, je l'ai acheté dans la rue en fait. Oui, c'est vrai. Je l'avais dans ma rue, le matin. En bas de la rue. Je faisais les travaux moi-même au départ, donc je descendais. Et la suivante que j'ai fait 1 an après, c'est la rue juste à côté en fait. Que les gens me demandaient si j'allais finir par acheter la mairie, parce qu'elle était juste à côté. C'est ça. Mais voilà, proximité pour le premier peut-être. Ok. Bon, alors je vais à mon tour moi aussi donner mon opinion sur comment on appelle le commencement. Finalement, je partage à peu près la même opinion que Jérôme à ce détail près. À l'inverse de toi, par contre, c'est qu'à l'inverse, j'essaierai d'aller sur un petit montant en fait. Il y a juste ce point-là où si je recommençais aujourd'hui, mais c'est comme ça que j'ai commencé parce que quand j'y réfléchis, on a acheté un tout petit appart. On n'avait pas le choix, on n'avait pas d'argent, mais voilà. Même si j'avais les moyens, je commencerais par un petit investissement parce que le début, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui ont juste même peur de passer à l'acte, quoi. Alors, moi, avant de travailler et de monter Lotier, il y a des copains qui me demandaient de leur filer un coup de main. Et je leur disais, le plus dur, c'est le premier rendez-vous chez le notaire, en fait. C'est de signer, de s'engager sur le crédit. Et après, la deuxième fois, en fait, tu ne vas même plus. Ouais, tu donnes, non mais donc c'est vraiment, il faut aller jusqu'au bout et le passage à l'acte est hyper compliqué. Mais il faut se faire des fois un peu violence pour y arriver en fait. Donc, si vous n'êtes pas prêt à le faire, revoyez à la baisse peut-être le montant. Ne rêvez pas d'avoir de gros biens immobiliers de suite, mais peut-être celui-là, vous allez le garder quelques temps, basculer sur autre chose. Et encore, toi, tu t'es marié. Oui. En termes d'engagement, tu savais ce que… Non, mais tu prends à la rigolade, mais c'est pas bête comme remarque. C'est-à-dire que tu t'étais déjà engagé avec quelqu'un pour une vie. Ouais. Donc, quelque part, tu avais une notion d'engagement qui est certes différente puisqu'ici elle est financière, mais tu avais une notion d'engagement. Moi, je ne me suis jamais marié. Donc, mes premiers engagements, ça a été ça. Et c'est le premier engagement que tu prends parfois pour certaines personnes. Exact. Et c'est un déclencheur. Une fois que tu l'as passé, les prochains se passent super bien. Donc, c'est pour dire que des fois, le premier investissement, il ne tient pas à grand-chose. Trouver une personne, soit vous trouvez une personne de confiance qui va vous accompagner, des gens qui l'ont déjà fait avec vous, des copains qui peuvent être investisseurs, peu importe, de la famille qui l'a déjà fait. Soit n'ayez pas peur de passer par des agences, quelle que soit l'agence, parce qu'ils vont vous aider. Alors, si vous êtes bien, après, au fur et à mesure, vérifiez bien quand même qu'on vous conseille correctement, mais passez à l'action, parce qu'à partir de là, on dépasse cette notion de psychologie où après, c'est fait et il faut que ça marche. En fait. Tu lis les questions ? Non, c'est parce que je réponds à ça. Ah ouais, elle me fait rire. Je voulais dire quoi? Je voulais te dire, il y a quand même un point aussi. Il y a quelqu'un qui nous dit, je me suis marié 2 fois, mais j'ai pas encore investi. Ah. Si tu t'es marié 2 fois, tu as fait le plus dur en fait. Et si tu serais une femme, ça serait pareil. C'est pas une question de bord, hein. C'est une question que pour moi, c'est des engagements équivalents. C'est juste il faut pas rêver d'avoir le gros truc, tu vois. Ouais, je pense aussi. Quand moi, des fois, on est pris un peu pour des fous quand on dit aux gens, on va commencer par acheter un appartement. Ils te disent, oui, mais je préfère acheter un immeuble. Et je dis, mais est-ce que vous êtes prêt à acheter un immeuble, en fait? Il me dit, oui, mais bon, et ils n'achètent jamais. Tu leur proposes 1 bien, 2 biens, 3 biens qui ne sont pas de gros budget. Et à la fin, à chaque fois, ça repousse les rendez-vous, en fait.
et ça repousse les rendez-vous en disant je suis pas disponible et on leur en veut pas, mais c'est peut-être qu'ils sont pas prêts à avoir ce montant-là et ce type de bien. Et peut-être qu'un appartement, alors je parle pour notre secteur, pas des régions un petit peu plus onéreuses, mais un appartement à 50, 60, 70 000 euros, ça peut se trouver. On en a vendu certains, quelques-uns il n'y a pas longtemps. C'est la première opération. Après, à vous de prévoir que c'est pas la dernière. Donc, soit il faut le garder un temps et faire une bascule, soit il faut s'en servir pour le solder rapidement pour faire d'autres. C'est vraiment à prévoir dans un schéma d'ensemble et pas uniquement sur un seul bien. Alors, Gabi nous dit, le marché dans lequel vous évoluez était-il élevé? Alors après… En termes de prix? Ouais. Non, moi j'ai acheté dans un village en fait. Donc j'ai acheté dans un village, donc il n'était pas élevé. Les locatifs actuellement dans ce village-là, moi, mon analyse était celle-ci. Il n'y avait que des maisons. Et moi, j'ai fait quasiment les premiers immeubles du village en fait. Parce que il y avait rarement des maisons découpées en plusieurs avec des T2, etc. Moi, j'ai fait 2 T2, un T3. C'était les premiers et ça se toujours depuis je l'ai vendu. Et c'est toujours loué. Et maintenant, ça se démocratise toujours pas. Donc là, on a peut-être un bien qui va se faire avec un client dans ce même village où je dis mais foncez parce que ça n'existe pas. Vous avez que des maisons en fait. Moi, j'ai acheté, Gabi, mon premier achat, c'était à Nîmes, en face des arènes, en plein boom de l'immobilier. Certes, ce n'était pas un prix lyonnais ou un prix bordelais ou un prix parisien, mais par rapport au secteur, même par rapport, on va même prendre juste au département, le bien, là où je l'ai acheté, on était dans les prix les plus élevés du département. Donc après, effectivement, voilà, c'est toujours élevé. Ça ne veut pas dire que c'était hyper cher, mais nous, on a commencé par le secteur nîmois. Après, on est parti ailleurs. On a toujours changé de ville. Nous, on n'est jamais resté au même endroit. On a tout de suite eu cette volonté de changer. Mais c'est vrai que pour moi, là, tu me parlais ce matin qu'on a rentré un bien aux abords parisiens, ouais, dans la banlieue parisienne. Je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas, donc je ne vais pas parler du bien en soi, mais tu me disais qu'on était assailli de… Et là, c'est simple. Hein. On a mis l'annonce, l'agent l'a publié dans l'après-midi, donc c'est synchronisé avec les plateformes dans la nuit. Et il a dû être publié à 1h du matin. Et là, ils sont assaillis de demandes. Je me suis levé le matin. Moi, l'agence, en fait, reçoit les copies. L'agent reçoit son mail et moi, je reçois la copie. Il y en avait 15. Oui, c'est ça. Donc, entre 1h du matin et 7h du matin, il y a 15 personnes. Il y a 15 personnes qui ont demandé. Alors, vu l'actualité, je ne suis pas sûr. Soit il fait des visites avant vendredi minuit. Oui, c'est ça. Ça va être chaud. Il va falloir un petit attendre. Mais on ne sait pas quel profil c'est, par contre. Est-ce que c'est de la résidence principale? C'est plus un projet pour y habiter que pour louer, vu le prix. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a de la demande. C'est ça. Après, moi, je pense que le montant, si tu veux, c'est… Tout à l'heure, j'écoutais une room sur Clubhouse et je suis intervenu en disant ça. Il y avait des personnes qui se plaignaient du marché parisien. Le marché parisien, il s'y passe des choses. Par contre, c'est plus difficile d'accès qu'ailleurs, quoi. Je veux dire, soit tu es en amont, tu es présent et tu vas avoir l'info vraiment avant tout le monde et tu as l'argent. Parce qu'il y a vraiment, pour Paris, il y a 2 éléments indissociables qui vont faire que quelqu'un va pouvoir investir sur Paris, Bordeaux ou Lyon. C'est 1, il a l'argent. 2, il a l'info. Si tu n'as pas, et à mon avis, c'est dans l'autre ordre. Mais dans les 2 cas, il faut avoir l'argent et… Bien vu, je devrais le faire moi aussi ça. À mon avis, voilà, sur des gros marchés tendus comme ça, et puis voilà, ici là on parle de quand débuter. Quand tu débutes, il ne vaut mieux pas commencer à Paris. De toute façon, on est tous d'accord pour dire ça. Alors, Gabi pose une question que je trouve rigolote, que je vais te demander. Pourquoi un formulaire détaillé type forme pour sélectionner les profils pour vos clients? Exact. Bah écoute, tu sais quoi, tu vas t'en occuper, Gabi, hein? Oui, c'est sûr que ça permettrait de gagner du temps. Ça permet, mais tu as raison. C'est quelque chose qu'il faut peut-être développer où tu saisis tes infos, tu saisis peut-être des choses un petit peu personnelles et à la fin, il te sort ton profil. Et ça serait tellement bien. Après, nous, dans l'optique, c'est de dire, on va peut-être y passer par là pour vous éviter de transmettre ces informations-là. On les aurait en direct quand vous avez saisi votre formulaire. Mais ça peut permettre effectivement de l'automatiser et de savoir son propre profil en autonomie qui peut permettre de ne pas faire de bêtises derrière. Disons que ce qu'il faut comprendre avec Lotier, c'est qu'au départ, là, on est en train de construire quelque chose. On a une volonté définie. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans Lotier, on a une volonté définie d'aller dans une direction. Pour l'instant, on ne peut pas mettre en place, notamment les outils digitaux qu'on veut mettre en place,
parce qu'on a une priorité, c'est de faire fonctionner l'entreprise. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, après, il faut faire les choses dans l'ordre. Il y a plein de choses qu'on veut faire. Voilà, il y a plein de choses qu'on veut faire. Pour l'instant, on fait fonctionner la boîte. Une fois qu'elle va fonctionner, on va dire, le premier chantier de l'entreprise, ça va être ça, c'est de se digitaliser. On a commencé sur une partie. On peut le dire, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Donc, c'est largement améliorable. Ça fonctionne, ce qu'on fait. Mais on a choisi pour l'instant de développer l'entreprise. On est content du développement et des axes qu'on est en train de prendre. Pour info, à un moment, je vais parler de ça. Pareil, quand tu débutes, parce qu'on va essayer quand même de garder le cadre, quand tu débutes, ce que tu cherches, c'est des personnes avec qui travailler, qui jouent le jeu. On en parlait tout à l'heure avec Jérôme avant de faire l'émission. Oui. On disait qu'il y avait des personnes qui disaient, par exemple, absolument ne travaillez pas avec des agences immobilières quand vous commencez parce qu'elles vont vous faire, le montant de leur commission vous font perdre de l'argent. Je vais prendre mon cas parce que c'est plus simple, mais toi, tu vas évoquer d'autres cas parce que tu as plus de notions de clients que moi. Ce matin, on a envoyé une offre avec ma mère sur un bien qu'on a à la vente. Et on a fait vraiment l'offre qu'on pensait être la bonne par rapport à ce bien-là. Et aujourd'hui, c'est ce que, en tout cas, les mandataires chez nous font. Les mandataires transmettent les offres. Nous, en tout cas, on essaye de faire ce qu'on voudrait avoir. Donc, certes, l'offre, elle n'est pas au prix, mais en commençant dans l'immobilier, et même tous ceux qui sont présents vont le confirmer, en travaillant dans l'immobilier, ton premier souci, c'est pas de te demander ce que gagnent les autres, c'est de t'assurer que le propriétaire reçoit une offre et que la personne la défende, ou en tout cas la travaille. Parce que c'est toujours pareil, on en parlait dans la voiture après, etc. Enfin, on en a parlé ce matin. Ce qu'on disait, c'est que tout le monde n'est pas capable de négocier aussi de la même façon. Et puis parfois, ça vaut le coup de parler directement au vendeur, comme moi je peux l'apprendre, mais des fois, ça vaut carrément pas le coup de lui parler en fait. Il vaut mieux qu'il y ait une tierce personne qui lui parle. Donc après, Jérôme va te partager aussi ses expériences sur le sujet. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, voilà, effectivement, donc nous, on a un formulaire de demande parce qu'on essaye de connaître nos clients et de travailler avec eux pour arriver au résultat. Mais aussi, on fait en sorte que les offres soient transmises et ça, c'est important. Oui. Je donne la parole. On va prendre l'exemple. C'est par rapport aux particuliers qui peuvent passer en direct. En fait, j'ai juste remarqué à Nicolas ce matin. J'ai vu passer, je ne sais plus que c'était une information sur un groupe d'immobilier où le bonhomme dit pour votre première affaire, achetez-la en direct. Et alors, j'avais peut-être cet avis moi à l'époque, parce que j'ai acheté en direct toujours, mais parce qu'il n'y avait pas d'agence qui le proposait. Je le voyais, je tapais à la porte et je le faisais comme ça. Mais je trouve que c'est peut-être pas quelque chose d'indispensable. Je vais vous donner le cas. On a accompagné des gens, des clients ils sont plusieurs à acheter leur premier bien avant de pouvoir basculer. Et du coup, au début, c'est eux qui ont trouvé. Ils ont trouvé un immeuble à 290 000 € et il y avait 2 500 € de loyer. 2 500 € par mois, d'accord ? Et ils m'ont demandé mon expertise, on est allé voir sur place. Écrit 30 000 € par an. Ça sera mieux. Non, mais non, laisse-le, qu'il y ait les deux, qui voit que, parce que ça, pour certains, ça peut donner une notion aussi de rentabilité. S'il y en a qui veulent calculer, ils ont toutes les infos comme ça. Exact. Donc ce bien-là, comment j'ai fait ? D'abord, je l'ai visité pour eux parce qu'ils étaient à distance. Je suis allé voir le bien et j'ai vu directement la propriétaire. D'accord ? Donc ça, c'était un prix en direct du propriétaire. Ça, c'était direct propriétaire. Donc, je fais la visite, je leur explique qui je suis, etc. Je leur explique comment on fonctionne, les clients que j'ai, qu'il n'y aura qu'une seule visite. Si je valide la visite, ils viendront et ça sera bien. C'est une relation de confiance que les clients ont mis en moi en disant, tu la visites, nous, on ne connaît rien. On sait qu'on a l'argent, qui sont plusieurs, et on a envie de ton expertise et surtout de ta confiance qu'on peut mettre en toi. Je visite le bien et je leur dis, c'est simple, on va faire une offre à 240 000. 240 000, j'ai du nom. À 250. C'est bon, t'inquiète, mais tu peux effacer si tu veux. C'est quand même cool. On fait une offre à 240 000 et les revenus sont les mêmes, d'accord, il n'y avait rien. Et il me dit, mais pourquoi ça ne passera pas, etc. J'ai dit, mais si, tu verras, c'est passé avec la propriétaire, avec des situations personnelles qui permettaient du coup d'avancer sur cette situation-là. Et donc, j'ai fait cette offre-là. Bon, évidemment, elle est passée en fait. Elle est passée parce que je lui ai apporté une expertise, j'ai apporté un argumentaire à la dame. Et dessus, ils ont eu 7 000 € d'agence. Donc, ils ont payé un bien 247 000 en agence, alors qu'il était en direct à 290. Donc, je pense que les clients étaient super contents en disant, si moi j'avais appelé, peut-être qu'ils n'auraient pas su négocier de la même façon.
et ils n'auraient pas su montrer en avant les parties, parce que ça a été argumenté. Je ne suis pas arrivé avec une feuille en me disant voilà, je moque de vous, je donne ce montant-là. C'est qu'il y avait plein d'éléments sur place qui permettaient de la justifier pour arriver à être cohérent. Donc, résultat… Il y a toujours les 30 000 € par an de revenus. Oui. Ça n'a pas baissé. Je précise parce que c'est là, pas du tout pareil. Et pour l'anecdote, elle me dit j'ai de gros problèmes avec mes locataires. Je dis est-ce que vous me permettez d'appeler? Et j'appelle les locataires pour me présenter, pour leur dire qu'il va y avoir une visite. Et je me présente. Et en fait, je connais un des locataires, celui qui pose le plus de problèmes. Je le connais. C'est pas un ami, c'est une connaissance. Et le problème a été réglé. Donc, elle, en fait, elle préférait le vendre moins cher pour arrêter d'avoir des problèmes. D'accord? Sauf que le bonhomme, en fait, c'est résolu parce qu'il avait un problème de personne et pas un problème avec le bâtiment. Donc, elle a accepté de le vendre à ce prix-là. Les clients ont payé 7 000 € d'avance. D'accord? Mais c'est toujours moins que les 290 000 de départ. Donc, leur premier investissement, ils l'ont gardé. Ils ont voulu le faire en toute confiance et sécurisé pour qu'ils étaient prêts à perdre ce 7 000 €, et c'est pas perdu. Quand on voit la différence qu'il y a entre le prix qui avait été affiché au départ et le prix où ils l'ont payé avec mes honoraires, que je n'ai pas touché, alors, où on est clair, c'est que moi, le boulot était fait pleinement. Il était hors de question que je fasse une différence sur mes honoraires parce que nous, le boulot a été fait. Donc maintenant, dans l'accompagnement, c'est 43. C'est l'écart. Ah oui, d'accord. Donc, c'est premier investissement pour moi, tu le fais tout seul. Peut-être si tu es aguerri, si tu as déjà acheté ta maison, si tu as l'habitude de paperasse et compagnie. Parce que là, mine de rien, il y a 5 lots de mémoire, il y avait les baux à récupérer, il y a quand même pas mal de trucs, quoi. Donc ça, en fait, si tu passes pas par quelqu'un qui est du métier, du coup, tu vas peut-être passer à côté. Il y a des travaux ou pas, non? Il y en a un à rénover, mais rien n'est surmontable, quoi. Rien n'est surmontable. Bon, alors Gabi, je voudrais répondre. Alors Gabi nous dit, vous recherchez un nombre de lots et pas un montant de rente, car vous savez que c'est corrélé. En fait, si tu veux, après, le problème qu'il y a, c'est que tu as raison, mais la réalité, c'est qu'après, tu as des gens qui t'appellent et qui te disent « moi, je veux investir ». Et il y a aussi la réalité économique de ces gens-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, j'ai un peu dit qu'on allait parler des débutants. Nous, on a quelqu'un, d'ailleurs, il faut qu'on pense un peu, parce qu'on s'en occupe plus en ce moment, mais on a quelqu'un qui nous appelle et qui nous dit qu'il y a une situation plus que basique. J'ai 5 000 € d'épargne, d'accord ? Et je veux investir, quoi. Et en fait, tu veux, quand tu as quelqu'un qui t'appelle comme ça, il a le droit de vouloir investir, mais là, tu n'es plus dans le cadre de, comment je vais dire, son épargne ne pourra pas beaucoup bouger parce qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau-là. On ne sait même pas si bancairement, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer avec ce client-là. Je l'ai en tête d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on ne s'en occupe plus, mais il faudra quand même qu'on s'en occupe. C'est des dossiers difficiles et il a le droit d'investir. Et du coup, dans un cadre comme celui-là, tu peux pas aller trop t'embêter. Ta recherche, elle va aller, tu vas être en dessous des 100 000 €, quoi. Tu n'as pas le choix. Et quand je dis en dessous, j'ose pas l'écrire, mais il faudrait même taper dans les 50 000 € vu le profil pour dire, j'arrive à faire investir ce client-là. Parce que si à un moment donné, tu ne mets pas le pied à l'étrier de quelqu'un qui, même avec des maigres revenus, a la sensation qu'il ne va rien trouver, ces gens-là, ils ne feront jamais rien. Et eux, il faut bien qu'ils amorcent le truc. Donc, oui, effectivement, c'est corrélé, mais il y a des fois où tu es obligé de faire abstraction du fait qu'il y a des personnes, ils n'ont pas le choix en fait, de pouvoir se dire que je vais acheter plusieurs lots. Moi-même, j'ai acheté un lot au premier confinement, pas du tout cher, et ça correspondait tout à fait à ce que lui, il aurait pu acheter. Voilà, après, je ne l'ai pas acheté dans les mêmes conditions qu'une personne lambda, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde a le droit d'investir, même les personnes qui n'ont pas de gros revenus, ça n'est pas grave. C'est juste que ces gens-là, ils ne vont pas chercher un nombre de lots, ils ne vont pas chercher une grosse marge, ils vont chercher à mettre le pied à l'étrier, à commencer, à attaquer par quelque chose. Pour ce client, si on doit parler du même, au début, quand on l'a eu, il n'avait pas d'épargne. En fait. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. On l'aide et on lui dit, mais tu ne peux pas. En fait, sans épargne, ce n'est pas possible. Deux métiers. Attends, je te coupe. Arrête, explique tout. Il faut vraiment qu'on explique. Du coup, on sait que tu as raison, il faut préciser. Il a déjà un prêt immobilier pour sa résidence principale. Et si tu veux, il est dans une situation où vraiment, c'est ultra serré, quoi. C'est-à-dire que tu sais que bancairement, tu ne vas pas pouvoir aller demander des montants de fou. Je te redonne la parole. On lui dit, on ne peut rien faire. Il me dit, mais si. Je dis, non, on ne peut rien faire, ce n'est pas possible. Je lui dis, essaie de récupérer, de trouver 5 000 €. Et à partir de là, on peut. Et on se rappelle, je ne sais pas, peut-être 3-4 mois après, où je ne le relance pas du tout.
il m'envoie un petit message sur Messenger en me disant « c'est bon, je les ai ». Voilà. Donc, je ne sais pas comment il les a trouvés. Est-ce qu'il a épargné? Est-ce qu'il a eu de l'argent qu'il a trouvé par le côté famille? Mais c'est sûr, c'est qu'il fallait pour lui ce montant-là pour pouvoir déclencher. Maintenant, on y est. Maintenant, il nous relance. J'ai échangé avec lui il y a quelques jours par rapport à ce qu'on rentre. Mais c'est sûr que, tu vois, nous, on a proposé un truc la dernière fois 60 000. Ouais, moi, je le prends beaucoup. Il avance comme ça, etc., doucement. Il n'est pas encore dans le fait de dire j'y vais, parce qu'il a encore dans cette idée qu'il veut générer autant d'argent avec son logement. Ouais. Et il faut qu'on arrive à lui faire changer l'idée en disant ne va pas chercher tout le temps ce que tu vas. Il faut que tu sortes du bénéfice, mais ne te donne pas 400, 500 euros par mois de bénéfice, parce qu'avec ce montant-là, c'est pas possible. Et là, on va sûrement l'envoyer vers une maison ou un appartement, suivant le secteur où il veut aller. Par contre, lui, il a déjà accepté d'acheter peu importe, parce qu'il fait confiance et qu'il mettra en gestion. Voilà, donc ça, dans ces calculs, il y a la gestion qui est prévue dedans. Donc, on peut aller peut-être dans des petits villages, dans des endroits où il y a de la demande, mais par contre, le budget est beaucoup plus intéressant par rapport à lui. Gabi nous dit, en fait, vos clients viennent vous voir en pensant qu'il faut beaucoup de lots à cause d'Internet. Un immeuble, ça fait bien, ça fait gros, ça fait rentier. C'est ça. Combien de personnes imaginent un immeuble haussmannien quand ils sont dans le métier ou dans le domaine? Alors, effectivement, voilà, c'est vrai qu'après, je pense sincèrement, la dernière fois, je regardais une émission sur le sujet d'Internet. Et dans cette émission, il y avait des gens qui parlaient des terrains, tu sais, des terrains agricoles. Oui. Et ils disaient qu'en fait, Internet a un effet pervers sur les terres agricoles et que ça a démultiplié le prix. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les terres agricoles, c'est pas réglementé, mais il y a la MSA qui donne les tarifs de ce que ça coûte. Mais en fait, la particularité, tiens, tu as bien fait de nous mettre ça, la particularité sur certaines parcelles agricoles, c'est que parfois, tu vas avoir un bâti comme ça. Et que, bon, tu sais qu'en ce moment, c'est un peu la mode des maisons autonomes, etc. Et du coup, en fait, tu te retrouves d'abord avec un très grand terrain, d'accord? Avec cette espèce de bâti que tu as le droit de réhabiliter, mais sur lequel tu n'as pas le droit de faire une habitation. Et où, en fait, si tu es malin, tu as le droit, par contre, effectivement, de mettre des toilettes sèches, de mettre des panneaux solaires, de l'aménager, finalement, et d'arriver à t'en tirer avec un truc qui va faire 70 mètres carrés, tu vois, qui est habitable. Voilà, en mode toilette sèche, panneaux solaires, raccordé à l'eau, parce que sur les terrains agricoles, tu peux te raccorder à l'eau. Et où, donc, du coup, il y en a certains qui rêvent de vivre. Et bien ça, en termes de tarifs, à cause d'Internet, les prix, ils ont explosé. Et j'écoutais une émission d'un gars qui expliquait, qui disait que lui, continuait à acheter au prix normaux, en fait, continuer d'accéder à des tarifs qui n'ont rien à voir avec le web. Et parce que, comme tu dis, Gabi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est la SAFER, c'est ça. J'hésitais avec la MSA, mais c'est la SAFER, tu as raison. Merci de me corriger. Et en fait, il expliquait que lui, il continuait à acheter à des tarifs raisonnables, alors que sur Internet, les mêmes terrains, là où lui, alors je te dis des bêtises, mais genre, il va les payer 10 000 euros, et bien sur Internet, tu vas les trouver à 50. Et le pire, c'est que l'effet web va faire que ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Pas quelque chose que je voulais. Le pire, c'est ce qu'il disait, c'est que l'effet web faisait que, l'effet web, voilà, faisant, ça se vendait à ce tarif-là. Et donc, effectivement, je vais rebondir sur ce que tu dis, Gabi. Faites très, très attention à l'effet Internet, à l'effet, à ce que vous trouvez sur Internet. Parce que d'abord, il n'y a pas tout sur Internet. Hein. La vie, c'est pas Internet. Et aujourd'hui, on est pas mal comment je vais dire, on est pas mal recentré là-dessus et détourné du vrai monde. Je garde la parole, excuse-moi, mais un exemple aussi, un jeune marchand que j'ai dans mes contacts, que d'ailleurs, j'ai pas fait suite à la visite parce qu'il y a eu un problème, il faut que je m'en occupe. On a beaucoup rigolé. J'en avais parlé sur le groupe privé. Je vais un petit peu en parler ici. Il cherche ses premières opérations et on m'en propose une qui intéresse personne autour de moi, ni moi parce que je suis sur d'autres trucs. Et du coup, je l'appelle et il me dit « mais je comprends pas, je suis sur cette ville, j'arrête pas de chercher, je n'ai jamais vu ce que tu me dis ». Et on rigole au téléphone ensemble parce que je lui dis « mais la nana qui me l'a proposé, c'est un agent immobilier, elle veut pas mettre ses annonces sur Le Bon Coin, elle veut pas mettre les annonces sur Se Loger, elle dit que Le Bon Coin, c'est des concurrents à elle et que c'est en train de tuer son métier, donc elle veut pas en entendre parler. » Et elle n'accepte pas de ne pas voir les gens. C'est-à-dire que si tu l'appelles et tu lui dis, par exemple, au début, j'avais proposé ça. Je dis, je visite pour mon client et si je te dis que c'est bon, eh ben c'est bon. Ah non. Si le client ne vient pas, qu'elle ne le voit pas, elle ne veut pas faire visiter. Donc, c'est juste pour t'expliquer que voilà, Internet, ce n'est pas la vie. Il y a d'autres choses à côté. Et les affaires, il y en a partout. Il faut les chercher. Et voilà. Et puis, des fois, elles arrivent, sur le dernier qu'on a fait, là, elles arrivent le samedi et tu les visites le dimanche et le lundi, c'est vendu. Après, là, nous, je passe devant ce bâtiment-là. Alors, c'était rigolo, j'étais avec ma fille. Je vois un numéro de téléphone à vendre. Donc, je note, parce que je n'allais pas appeler. Je note le numéro. Quand ma fille me dicte le numéro, je note.
j'appelle et le bonhomme me dit je vends que une partie en fait. Et je dis mais vous vendez pas tout? Et il me dit pourquoi vous achèterez tout? Je dis ben donc j'explique ce qu'on fait, etc. Et c'est en fait il me dit un prix, il me balance un prix comme ça. Donc je dis ok, demain je peux visiter. Il me dit demain c'est dimanche. Je dis ben est-ce que demain je peux visiter? C'est pas très grave. Je visite, on fait venir le client et à la fin le client me dit pour l'anecdote rigolote qu'il s'est planté de prix. Il m'a dit mais j'ai vu le prix et je suis pas du tout au prix en fait. C'est pour ça que vous êtes venu visiter le lendemain. Donc on a revu le prix un peu à la hausse parce que je comprenais très bien que c'était pas. et la finalité c'est qu'on a fait acheter ce bâtiment-là à une dame qui c'est son premier investissement. C'est pareil, elle n'aurait pas acheté toute seule. Cette fille-là n'irait pas sur le Bon Coin ou se loger pour trouver des biens. Ah ouais, non, mais c'est certain, certain. Parce qu'elle a su très bien dire. Attends, on l'a vendu le dimanche midi. Hein. Oui. Parce que moi, j'ai passé les coups de téléphone derrière, on s'est appelé. Le dimanche midi, c'était vendu, quoi. Ça s'est fait un dimanche. Et elle n'aurait pas acheté toute seule. Non, elle n'aurait pas acheté seule. Et avec nous, quelqu'un d'autre. Ouais, elle n'aurait pas acheté seule. Et donc, Stéphane nous dit, c'est la SAFER, donc merci pour ça. Non, c'est Guillaume, pardon. Les terrains agricoles, c'est beaucoup d'étrangers qui les achètent. Je vois quand même que tu t'avances pour lire. Donc, ça veut dire que j'ai raison, c'est quand même loin, parce que tu fais comme ça. Parce que tout à l'heure, je me sens ridicule quand tu me dis que de là, tu vois, moi, je ne vois pas. Oui, tu vois. Mais c'est pas grave, avance-toi. Excusez-moi, c'est entre lui et moi. Hein. Donc, tu dis, c'est beaucoup d'étrangers qui achètent. Alors, moi, je parle de ma région. Je ne sais pas dans quelle région tu es, Guillaume. Moi, ce que je constate, c'est que déjà, il y a des gens aujourd'hui qui sont étrangers à l'agriculture et qui cherchent ce genre de terrain. Et alors, je ne sais pas si tu emploies ce terme étranger pour des gens extérieurs à la France. C'est vrai qu'il y a des étrangers qui achètent, mais je dis aussi que pour moi, il y a des gens comme toi et moi qui ont envie d'un open terre avec un truc à rénover, qui cherchent ce genre de choses. Et en ce moment, aussi, à mon avis, dû au confinement, il y a une espèce d'effet autour de ces trucs-là. Voilà. Je viens de voir que Depardieu a vendu sa maison en Belgique. Alors, attends, je vais être sûr de voir le truc, que je compte les zéros. Hein. Parce que là, tu ne m'arranges pas. Tu aurais pu mettre 500K, tu vois. Je crois que c'est 500 000 euros. Hein. 1, 2, ah merde. 1, 2, 3, c'est ça. 500 000 euros. Il l'a payé il y a 2 ans avant, 1,2 million. J'espère qu'il a bien défiscalisé. Depardieu. Bon, je ne connais pas Depardieu. Je vais rapidement juste te dire ça. Le marché du luxe, c'est vraiment un marché à part. Et ces gens-là, ces gens qui ont beaucoup d'argent, sont souvent malheureusement ceux qui se font le plus avoir. C'est-à-dire que pour peu qu'un vendeur peu scrupuleux l'ait orienté sur une baraque en lui disant « mais si, c'est un super quartier, le mec, il n'a rien regardé parce qu'il est allé en Belgique comme il est allé en Russie, c'est-à-dire pour ne pas payer les impôts français ». Moi, si j'ai un conseil à dire, mais c'est bien ce que tu me dis parce que je suis en train de réaliser. Tout à l'heure, avec Jérôme, on disait « n'hésitez pas à partir », mais surtout, visitez toujours. Allez voir vos biens, même si c'est à 2 heures, 3 heures. On a vendu un bien à des Parisiens à Perpignan. Ils ont fait 2 visites. Ils sont venus 2 fois. Donc, nous, moi, j'étais avec eux à chaque fois pour les accompagner, etc. Mais venez voir vos biens. Et d'ailleurs, c'est intéressant cet exemple. La première fois, ils n'ont pas pu voir une chambre. Ils sont revenus pour voir la chambre. Et je trouve ça, mais normal, en fait. Donc, Depardieu, le problème dans cette histoire, c'est pas le prix qu'il a acheté avant et le prix qu'il a revendu après. C'est est-ce qu'il est seulement allé voir ce qu'il a acheté? Parce que ça ne m'étonnerait pas s'il venait ici, ça serait un honneur. Mais s'il venait là, qu'ils me disent, mais en fait, je suis jamais allé voir, en fait. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas ni le bien, ni la position, ni l'argent que j'ai mis dedans. C'était juste de plus payer les taxes françaises. Et donc, du coup, j'ai juste acheté, je suis passé devant dans Google Street et l'affaire était entendue, quoi. Ce qui arrive malheureusement tellement souvent. Voilà, c'est un sujet. Moi, j'en parle des fois avec des agents immobiliers. J'en parlais la dernière fois avec Fabienne. D'ailleurs, Fabienne, vous allez la rencontrer en podcast puisqu'on a fait une émission. Je lui disais, est-ce que toi, ça te dérange de vendre à des gens qui ne se déplacent pas? Il y a des agences immobilières, comme je disais tout à l'heure, qui le refusent. Tu peux réagir, Jérôme. Nous, on a fait une fois ce type de transaction, mais le client est venu avant la signature. C'est-à-dire qu'il a fait l'offre, parce que c'était à pas louper. Il a fait l'offre et vous le verrez, normalement, c'est une vidéo qui sortirait dans quelques temps. Il a fait l'offre à distance parce qu'il a les yeux fermés pour acheter. Par contre, avant la signature du compromis, il s'est débrouillé pour venir. Et là, il signe à midi. C'est fait. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est fait. Si mon téléphone n'a pas sonné. Si le téléphone n'a pas sonné, c'est que c'est bon. Il a même quelqu'un d'averti, parce que c'est quelqu'un qui a quand même assez qui a des biens et qui a du métier, s'est déplacé et je lui dis mais tu dois venir parce que il se peut que moi je propose quelque chose, moi c'est bien, mais lui va me dire mais attends mais ça me va pas, je le sens pas comme ça, et c'est avant tout le produit du client en fait. C'est peut-être nous on va l'avoir en gestion, mais par contre c'est pas moi qui prends les risques d'acheter l'immeuble. Donc moi souvent ce que je leur dis c'est
sur celui-là, s'il fallait y aller, moi j'irais. Donc ça les rassure sur ça. Et si je sens le truc, il vient quand même. S'il signe, il signe. Mais par contre, il faut absolument qu'il vienne. Se déplacer. Moi, j'ai vu là, pendant le confinement des agents qui étaient contents de mettre en ligne qu'ils avaient vendu 100 visites. Je me dis, il faudrait voir dans quelques temps. Ouais, c'est vrai. Ils ont toujours la maison en fait. C'est vrai, c'est vrai. Parce que si derrière, tu n'es pas content de ce que tu as acheté, mais pour ta résidence principale, hein, ils ont visité peut-être des gens du nord pour le sud, il faudrait voir dans un an ou deux, est-ce que la baraque n'a pas été revendue parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient. Effectivement, visitez toujours les biens. Je vais aussi rebondir sur ce que dit Jérôme. Là, la visite dont on parlait tout à l'heure, qui s'est fait le dimanche, la cliente, en voyant le bien, elle a eu des sensibilités sur des points où nous, enfin, toi, tu m'en avais même pas parlé, le palier. Moi, elle ne parle que de ça. Mais effectivement, après, ça bloque en rien la vente. Mais du coup, en voyant les biens, tu ne ressens pas les mêmes. Enfin, voilà, il y a un ressenti dans l'immobilier qui est. Je crois que j'en parle dans une de mes vidéos, non? Ah non, je ne l'ai pas mis en ligne. C'est celle sur la rentabilité que je n'ai pas encore mis en ligne. Il faut te projeter après dans ton bien et ensuite. Ouais, moi, les premiers que j'ai fait, je me suis toujours dit, est-ce que tu es capable d'y vivre? Ah ouais. Et limite, je le prenais avec humour en disant, si demain ma femme s'en va, est-ce que je récupérerai mes biens pour y loger en fait, pour dormir? Et à chaque fois, je me dis, j'en prendrai bien en fait pour moi en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, mais c'est une base. Derrière, c'est facile à louer, c'est facile à gérer, parce que si tu acceptes des choses pour toi, tu es capable largement de les faire accepter à des gens qui vont louer. Alors Sandra nous dit que c'est comme ça qu'elle a acheté les 17 lots, donc ça veut dire que c'est en y allant. Guillaume, tu me dis que tu es entre Albi et Millau. Albi, donc c'est vers Toulouse, hein, c'est ça? C'est ça. Et vers Théo, ouais, tu es dans nos coins, dans nos secteurs. Bah écoute, oui, après c'est vrai que peut-être que vers chez vous, il y a peut-être plus d'étrangers que vers ici. Je sais pas. Pensez-vous avoir la même qualité de service pour un débutant en région parisienne? Je me demande si votre méthode est légèrement différente car le marché est plus complexe. Effectivement, Paris, Bordeaux, Lyon sont des marchés ultra tendus. Maintenant, moi, je peux en parler. Moi, dis-toi que sur Lyon, j'ai raté une méga affaire qui a été refilée d'ailleurs à quelqu'un que je connais. Et pourtant, c'est un marché ultra tendu. Pour te donner juste des chiffres, achat 200 000 euros, revente 100 000 euros plus cher, et tu gardais un lot. C'est-à-dire que tu repartais avec un bien, un bout du bien sans crédit sur cette opération-là. Je crois qu'elle a été menée de bout en bout, là, au moment où je parle, et que c'est terminé. On est en plein dans Lyon, dans un marché ultra tendu. Il a fallu prendre la décision genre en 2 heures. Pour diverses raisons, je suis passé à côté parce que j'avais d'autres opérations en cours et c'est pas passé. C'était l'opération de trop. Surtout que quelques semaines ou mois après, je pouvais la financer sans financement, donc j'avais un peu les boules. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et donc tout ça pour te dire que pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la room. Le marché parisien, le marché lyonnais, bordelais, ces grosses villes, même Lille qui commence à être un marché tendu, tous ces gros marchés un peu tendus. La différence, c'est que il te faut un relationnel en béton armé, c'est-à-dire des gens qui ne font que ça et qui ont ton numéro en top appel, premier appel qu'on va faire dans leur liste de contacts. Et en plus de ça, par exemple, je vais prendre le cas toujours du marché lyonnais, je ne sais pas comment ça sera la suite, mais j'ai des doutes sur le fait qu'il me rappelle. Parce que, tu vois, comme je me suis foiré, dans le gars, indirectement, dans sa tête, il va se dire, le mec s'est foiré, je ne le rappellerai pas. À l'inverse, tu vois, à Nîmes, ça ne m'est jamais arrivé. Je suis dans le top des appels. Tout à l'heure, on regardait avec Fabienne un bien qu'on nous demande d'estimer. L'agence avec qui elle était au téléphone, tu n'es pas au courant, ils me connaissent très bien. Et ils lui ont dit, à voir avec Nicolas. Parce que, voilà, ton cursus aussi joue encore plus sur ces marchés-là. Parce que sur ces marchés-là, les mecs, ils vont appeler, ils savent qu'ils vont vendre, en fait. Que ça va se vendre hyper vite. Ce n'est pas la demande qui pose problème. C'est plus de dire avec qui je vais aller le plus vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui va au bout, en fait. Donc, les mecs qui ne vont pas au bout, ça se dit. C'est des marchés… ça m'énerve depuis tout à l'heure, je suis désolé. Le mec a des tocs. C'est pour ça qu'il faut que… Moi, je trouve curieux que des fois, on fasse investir des gens très, très loin du secteur où l'agent est habitué à travailler. Parce qu'il y a tellement des particularités partout. Ouais. Si demain, moi, je suis incapable, alors je vais avoir la théorie, ça, aucun souci, mais demain, vendre un bien dans une autre région, je ne vais pas avoir la finesse que je peux avoir dans les biens que j'ai dans mon secteur. Donc, c'est pour ça que nous, la façon qu'on a de travailler, c'était qu'on trouve des agents qui sont dans le secteur parce que vous pouvez leur demander la spécificité du quartier. Moi, il y a une ville près de chez moi où je m'accompagne toujours avec un agent parce qu'il y a des rues où il ne faut pas aller en fait. Non mais, il y a d'autres agences qui l'ont proposé et quand je l'appelle, elle me dit « mais Jérôme, n'y va pas. Tu poses-moi d'abord les questions avec plaisir, même si ce n'est pas avec mon agence, parce que vous allez au… » Voilà, à casse-pipe, quoi. C'est ça. Donc, c'est sûr que pour le premier,
peut-être qu'il faut accepter de sortir. Et peut-être que Paris, si tu sors dans le Val d'Oise ou l'Oise, tu as peut-être des choses sympas avant de rester complètement dans Paris. Pas de région parisienne. Non. Allez, j'ai une question, je la prends, elle me plaît en plus. Hitch, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu, j'espère que tu vas bien. Alors, en plus, la réponse, elle est là, elle est prête pour toi. Je suis sur Google Earth, ça montre, tu vois, que pendant que vous n'êtes pas là, on bosse ici. Hein. Mode de centre, je vais te répondre. Voilà, regarde. On va à Marseille, je vais t'expliquer et en plus, je vais te montrer un petit peu, je vais un peu vous parler de ma vie, ça va être drôle. Alors, pourquoi je n'investis pas à Marseille? J'en parle et pourquoi? J'ai voulu y aller plusieurs fois et j'ai jamais pu y aller. Donc, on va dire que là, tu es d'accord avec moi, en gros, c'est Marseille. On est OK? Jusque-là, il n'y a pas de problème. On va prendre une couleur, la couleur que j'aime bien, ma petite couleur or. Vous n'en voulez pas, on va faire un petit peu plus gros. Donc, Marseille, c'est comme Paris, il y a des arrondissements. Ici, alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois que non, ce n'est pas le Vieux-Port. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas dire de bêtises. On va faire ça comme ça. Donc, je t'explique. En gros, à Marseille, on va dire que, par exemple, cette zone ici, je ne sais pas si tu vas y voir, on va dire que cette zone, elle est nickel. Mais on va dire que cette zone-là, elle est pourrie, cette zone-là, elle est pourrie, et celle-là, elle est moyenne. Donc ici, on va faire des petites couleurs différentes. Ici, c'est rouge. Ici, c'est rouge. Ici, on va mettre cette couleur pour que ça change. C'est correct. Et là, c'est le lieu où il faut investir. Et en fait, si tu veux, le problème avec Marseille, c'est que là, j'ai fait des zones avec des petits carrés. Mais en fait, à Marseille, c'est des rues. Donc maintenant, je vais te montrer, j'espère que je vais trouver, je vais te montrer un immeuble sur lequel j'étais intéressé pour acheter. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver parce que j'ai quand même… Alors déjà, je voudrais retrouver… Et moi, Marseille, mon problème, c'est ça, c'est que… attends, je ne vais pas faire comme ça. Je veux vraiment te le montrer parce que je suis capable… Tu vois, il y a du Google Earth partout chez nous. Pif. Un immeuble que j'ai failli acheter à Marseille et que je n'ai pas acheté d'ailleurs. Parmi ceux que j'avais pu voir. Non, c'est pas ça non plus que je veux faire. Je vais le taper comme ça. Et mon problème, c'est que si tu veux, voilà, c'est dans le 3e arrondissement. On va essayer d'y aller. Est-ce que ça va bien marcher? Non, toujours pas. On va faire marche arrière. Pourquoi ça ne me l'a pas pris? Peut-être plus bas. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Je vais essayer de te le montrer complètement. Voilà. Donc, il y a une place. Je devrais le trouver facilement parce qu'il est très simple à trouver. Je crois qu'il est là. Voilà. Ben, il est là, l'immeuble. Tu vois, j'y suis déjà. Donc, regarde. J'ai failli acheter cet immeuble à Marseille. Un de cette rue-là. Il faut que je rentre dedans. J'espère que… Pourquoi il ne veut pas? Ah, voilà. Ça y est, j'y suis. Et tu vas comprendre, en fait. Le problème, c'est que tu sais jamais vraiment… Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais réussi. Je pense que vous y voyez là. Est-ce que je peux me déplacer dans le Vieux Street, là? Je vais mettre là-bas, c'est celui qui est là-bas au fond. Normalement, c'est une impasse. Si je me rappelle, ça remonte à quelques années, hein, ce dont je suis en train de vous parler. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une impasse, c'est celui-là. Il y avait des vasistas, je me rappelle, comme c'était hier en plus. On n'a même pas fait d'offre parce qu'on ne savait pas. C'est compliqué, en fait. Ouais, c'est celui-là. Je veux regarder parce qu'il me semblait qu'il était plus haut que ça. Non, c'est un de ceux là-bas. C'est un de ces deux là-bas. Il était plus gros, je m'en rappelle. Décidément. Hein. Désolé, hein, et je vais vous expliquer après. Et après, en fait, voilà, c'est un de ceux-là. Là. C'est un de ces trois-là. Je crois que c'est le dernier, là. C'est celui-là. C'est celui-là que j'ai failli acheter. Je ne me rappelle plus du prix, par contre. Voilà, c'est celui-là. Je vais mettre là. Ici, je serai mieux. Allez, j'arrête de bouger. Voilà, c'est celui-là que j'avais visité. Celui-là… Alors, il y a des choses que je vais te dire qui vont te faire rigoler, je pense. Il y a des choses qui vont moins te faire rigoler. Donc, c'était ce bâtiment-là, ici. Tac, tac, tac. Celui-là, il était comme ça. Donc, les choses qui m'ont gêné sur l'immeuble, c'est qu'après, quand je suis parti dans les rues à côté, il y avait des rues qui ne me plaisaient pas. Il y avait des belles rues. C'était un peu anarchique. Ensuite, ce qui ne m'a pas plu, ça va peut-être te faire rigoler. Donc là, tu as le rez-de-chaussée qui est là. Premier, deuxième, troisième, quatrième et les combles. Et là, à partir de là, ils m'ont un peu perdu. C'était un peu trop haut pour moi. Pourquoi? Parce que c'est tout bête, hein, quand tu achètes l'immeuble, tu achètes aussi tout l'entretien qui va avec. Je ne te fais pas un dessin. C'était un immeuble 3 faces. Regarde. Si je devais refaire la façade, ben, je me suis dit, attends, là, c'est haut, c'est gros. C'était pas forcément très cher. Mais quand je me suis baladé dans la rue autour, le marché, enfin voilà, j'ai pas réussi à me faire une idée sur le quartier, l'endroit. Ce qui m'a pose problème à Marseille, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire que dès que tu vas aller
dans la rue. Donc là, maintenant, je vais m'éloigner, tu vas comprendre. Donc, j'étais ici. On va s'éloigner suffisamment. Non, toujours pas. Voilà. On était là. Donc, ici, on était dans le quartier de la Belle de Mai, pour ceux qui connaissent. La rue, elle était ici. Là, ici, il y a la place où il y a le marché. Et en fait, je vais dire que ici, je trouvais que c'était un peu pourri. Ici, j'ai pas vraiment aimé non plus. Et du coup, en fait, comme l'impasse était propre, mais l'entourage m'inspirait pas, eh ben, j'ai préféré aller ailleurs. Alors, quand je dis pourri, la rue, elle était sale. Il y avait des poubelles. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais Marseille, c'est comme ça. À l'inverse, depuis récemment, je vais dans un autre quartier de Marseille où j'investirai mieux maintenant. Parce qu'à force d'y aller, je commence à mieux le maîtriser. En fait, c'est comme tout. Il faut y aller, en fait. Alors là, par contre, je vais y aller sur Google Earth parce que je préfère quand même naviguer sur Google Earth, moi. Je vais quand même te le montrer, ce quartier. Ceux qui me suivent un petit peu sur Insta, vous me voyez des fois mettre des photos. Je vais dans le quartier du stade de Marseille, là, du stade Vélodrome. Par contre, je ne sais pas où il est. C'est ça le stade Vélodrome? Si, c'est ça. C'est ça, hein, ouais. Marseille. Voilà. En ce moment, je vais dans ce quartier-là. Je vais dans le quartier du stade Vélodrome. Et là, tu vois, bizarrement, donc attends, il faut que je retrouve l'immeuble. Alors attends, hein, c'est ça le stade Vélodrome. Voilà, là, je vais dans ce quartier. Il est où le bâtiment? Je vais dans ce quartier puisque du bâtiment où je vais régulièrement, je vois le stade. Et en fait, je vais te montrer, là, je pense que depuis quelques temps, je tourne, je n'ai pas de problème à te le partager. Il y a des affaires à faire dans ce quartier. Et je vais te montrer où très précisément, il faut juste que je trouve le bâtiment. Et normalement, du ciel, il doit se voir facilement. Ah ben c'est fou ça, pourquoi je ne le vois pas? C'est dingue. Ah ouais, c'est dingue. Attendez, désolé, hein. Là, on a l'avenue. Ah ouais, attends, je sais pourquoi. Voilà, je sais pourquoi. Bon sens. Ouais, je suis pas dans le bon sens. Mais tu sais, c'est bête, mais aussi le nord est là. Voilà, il faut que je retrouve. Donc là, les constructions, les nouvelles constructions sont par là. Ben, c'est dingue, hein, j'arrive pas à voir. Je suis désolé. Bon, on va la faire simple. Ah, ça y est, si, c'est là. Voilà, regarde, ça y est, bon, je suis trouvé, c'est là. Désolé, j'ai été un peu long. Donc moi, je vais dans ce quartier et ici, mais c'est tout petit, hein. Tu vois, dans cette zone-là, regarde bien. Je ne sais pas si tu vois. Là, et je sais, non, je ne vais pas jusque-là. Là et là. Voilà. Ici, pour moi, il y a des affaires à faire. Et encore, c'est pas, tu vois, je vois que là, il y a une zone, je vais mettre du rouge. Je ne pense pas sur cette zone-là. Là. Ça, non. Ça, c'est un bâtiment à part. Tu vois, encore, il y a cette zone qui ne compte pas et là, ça ne compte pas. Là, voilà. Donc, ça veut dire que si on est très précis, sur cette partie ici, il y a pas mal de baraques. Je pense qu'elles sont largement divisibles. Le quartier est bon. On est bien placé par rapport à Marseille. Et il y en a qui sont vraiment… Voilà. Mais là, ça fait, pour te donner un exemple, ici, ça commence à faire 6 mois à un an que je vais régulièrement dans cette zone. Et du coup, à force de la connaître, je commence à prendre des marques. Ce qui nous donne une information intéressante, c'est que pour te sentir capable d'acheter quelque part, ça va rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, il vaut mieux que tu connaisses bien la région et que tu aies quand même un confort en te disant c'est cool. Moi, un de mes critères aussi quand j'achète, j'aime bien que si par exemple j'achète là, tu vois, je vais faire un point ici, j'aime bien que la zone autour me plaise en fait. Il faut que ça me plaise. Il faut que je me dise, comme tu disais tout à l'heure, je peux vivre là, je me sens d'évoluer dans cet endroit-là. Les endroits où je visitais à Marseille quand j'y allais avant, je les maîtrisais pas et ils m'inspiraient pas confiance. Tiens. Je te laisse la parole, à moins que tu aies des choses à dire. Non, c'est Marseille, non. Voilà, j'ai réagi. Il y avait des questions ou pas, Jérôme? Parce que j'y suis allé, mais… Non. Si, oui. Vous vendez bien votre marché, les mecs. Non, mais alors le marché il est partout. Hein. Il faut connaître sa zone. Après, il faut connaître aussi ses capacités. Il ne faut pas avoir peur de dire. Quand moi j'ai des bonhommes qui m'appellent en disant je suis de Paris, je leur dis déjà vous n'achetez pas à Paris. Déjà c'est clair, vous ne pouvez pas acheter à Paris. C'est comme si tu débutes et que tu vas acheter au centre-ville de Toulouse, par exemple. C'est ça. C'est à coût de 1 million ou 1,5 million de bâtiments. C'est des beaux projets, certains les font, mais par contre, ce n'est pas des projets qui sont accessibles pour le premier investissement, parce que le sujet, c'est quand même comment on débute dans l'investissement. Et même si vous avez de l'argent, tu vois, moi je me rappelle, on a accompagné, et justement, on n'a encore rien trouvé, c'est des débuts où c'est peut-être passé à côté, où il n'y avait pas de problème de financement, et quand on lui a dit qu'on achetait, on lui trouvait quelque chose à 200, 250, en fait, son mari qui est dans l'immobilier, dit mais on peut acheter à 500. Et on lui a dit non en fait. Alors peut-être qu'on n'a plus de nouvelles pour ça, mais parce que vous devez avoir une bonne expérience de votre premier investissement. Si demain tu te plantes dès ton premier et que tu as mis 500 000 dedans, je pense que ton expérience, elle a un goût amer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si tu as mis 200 et que tu t'es fait accompagner et que tout est divisible, tu vois, tout est sécurisé.
tu te dis qu'au pire, ça ne te plaît pas, bon, en fait, on en ressort. Gabi demandait si mon patrimoine était plutôt rentabilité ou non, il a dit, patrimoine. je t'en dire, as-tu des biens mixants, patrimonial et rente? C'est-à-dire, est-ce que tu as des biens qui sont beaux, enfin, toi, il nous pose la question à tous les deux. Ouais. Est-ce qu'on a des biens qui sont beaux et qui en même temps génèrent de la marge? Alors, moi, étant donné que je suis dans les petits villages, j'ai pas de biens à garder pour le patrimoine. Je pense qu'à terme, j'aurai plus le parc que j'ai maintenant, en fait. Donc, c'est pas des choses que je vais garder, à part ma maison. Et si je la garde, c'est parce que je la découpe à l'intérieur, parce que c'est un bâtiment qui est sympa. Mais par contre, le patrimoine que j'ai aujourd'hui en locatif, je pense qu'un jour, je l'aurai plus. Moi, j'en ai un oui, qui mixe les deux. J'ai eu de la chance pour l'avoir, mais j'en ai un, ouais. J'en ai un que j'ai gardé d'ailleurs, que je compte pas vendre, que je pense que je vais garder longtemps. Quentin me dit, je connais très bien ce quartier qui est très changeant d'une rue à l'autre, mais à ta place, j'aurais acheté selon le prix. Oui, mais tu vois, regarde, tout est dans ta phrase, Quentin. Tu connais très bien ce quartier qui est très changeant d'une rue à l'autre. Et le prix était intéressant à l'époque. Je te parle d'il y a vraiment longtemps, donc je ne vais pas te dire de bêtises parce que je ne l'ai plus en tête, mais on n'était pas sur des prix. On était dans des moyens que j'avais. Je pouvais l'acheter, mais je ne l'ai pas senti en fait. Pour les raisons que tu évoques, c'est vraiment d'une rue à l'autre et c'est trop en fait. En Italie, c'est pareil. Moi, je me souviens, je suis allé quelques fois en Italie. Je suis allé à Rome, à Naples et j'ai ce souvenir de Rome en fait. Rome, ça m'avait perturbé. Tu as des rues, mais c'est magnifique. Et la rue derrière, tu sais, c'est affreux ce que je veux dire, je m'excuse à l'avance, mais tu as l'impression que c'est la rue pour le personnel en fait. C'est pourri quoi. Tu te dis, mais comment les façades peuvent être belles comme ça? Et la rue de derrière, qu'est-ce qu'ils ont fichu en fait? Enfin, où ils se foutent de l'arrière, je sais pas, c'est très étrange quoi, voilà. Et donc c'est vrai que là, ce quartier-là, moi, m'a perturbé et c'est pas le seul. Hein. Même le quartier, moi je trouve que même au Vieux-Port, les alentours du Vieux-Port, où finalement, quand tu vas marcher un petit peu plus loin, tu vas avoir pas loin les boutiques de luxe, à des endroits, tu as des rues qui sont pourries en fait. Et tu te dis, mais où j'achète en fait au final? Si pareil, il y a le quartier des Catalans que j'adore, à Marseille, tu vois, des quartiers que je connais, pas pour la natation, tu vois, là où il y a les cercles de nageurs de Marseille, je suis allé quelques fois, voilà. Quartier nickel, là c'est pareil, c'est que de la monopropriété, c'est que de la multipropriété avec des gros trucs bord de mer, pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour les investisseurs, quoi. Hein. C'est là où souvent se pose le problème. En fait. Oui, c'est ça. Si tu connais pas. On m'a toujours conseillé de débuter en immobilier là où on le connaît. T'en penses quoi, Jérôme? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, on est d'accord avec toi. D'accord. Marseille est encore sous-coté, dit Guillaume. Ouais, Marseille, il y en a qui disent que c'est sous-coté parce que c'est une très grosse agglomération. Moi, je pense qu'il y a aussi, c'est un indicateur aussi quand une ville, elle n'arrive pas à décoller en termes de prix. Hein, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose aussi. Ça veut dire que ce qui est très paradoxal avec Marseille, et je pense que c'est ce qui est le paradoxe, le PACA est une région très riche de façon très généralisée. Hein. La région du PACA est très riche, mais ça ne veut pas dire que Marseille est très riche. Je ne dis pas que c'est une ville pauvre, mais je dis que c'est une ville où tout le monde se côtoie, qui est très mixte en termes d'inégalité sociale. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Marseille n'explose pas, c'est qu'il y a quand même, je pense, une population qui n'a pas forcément trop les moyens, qui ne peut pas fatalement contribuer à ce que les prix explosent. Donc du coup, moi je pense que c'est ce qui fait son charme, c'est mon opinion. Mais après, voilà, c'est juste, pour moi, je pense que c'est une explication du pourquoi, du comment. Pour répondre juste à la question d'avant, s'il y en a qui ont des investissements et dans le live, mettez à quel nombre de kilomètres vous êtes de vos investissements, en termes de kilomètres ou d'heures, je ne sais pas, vous mettez comme vous voulez, pour qu'on essaie de voir si certains, le premier, l'ont pris loin, et après peut-être savoir pourquoi en fait. Ouais. Parce que effectivement, si tu habites en région, vraiment à Paris même, tu n'iras pas acheter à Paris ton premier investissement. Par contre, pas loin. Mais à voir quel est pour vous, où a été, jusqu'où vous avez acheté. Moi, je vous dis, j'ai acheté à 60 mètres de chez moi. Le suivant à 60 mètres de l'autre investissement. Donc, je suis resté pas loin. Ça avait des avantages parce que je louais en direct et les gens me connaissaient. Donc, en fait, ça se passait bien. Ça peut avoir des inconvénients, je n'ai pas eu. C'est qu'ils tapent chez moi tout le temps pour savoir. Alors, ils ne savaient pas où j'habitais. Ils savaient que j'étais dans le coin, village, mais tu disais ils ne savaient pas où j'habitais. Ouais. Donc, mettez s'il y en a, vous savez, à 2 heures, c'est ça? Je le vois. Parisienne 2 heures. Ouais, mais 2 heures pour Paris, ça semble cohérent. 2 heures chez nous, c'est trop loin. Tu là-bas? Ah ouais, ça vient juste d'arriver. J'habite en région parisienne, 2 heures de route pour les investissements. Oui, mais c'est cohérent hein, de Paris. En plus. Oui. Les transports à Paris, c'est plus simple, donc ils peuvent se déplacer plus facilement que nous. Quoi. Nous c'est tout de suite la bagnole. Oui, Hitch, pour répondre à ta question, j'ai apprécié mon investissement que j'ai visité. Là, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Alors, Stéphane nous dit Marseille, c'est la grande ville la plus intéressante en renta.
Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a des villes comme ça qui offrent des rentas intéressantes. Nîmes, c'était le cas avant. Nîmes, c'était une ville qui offrait des rentabilités intéressantes à un moment donné. Maintenant, c'est fini. Le marché est passé, les prix sont en train de s'envoler. On a moins de renta qu'avant. Mais effectivement, tu as des régions comme ça où il y a des rentas qui sont super intéressantes. De l'eau à 15 minutes, Yannick. Ah, c'est pas loin, 15 minutes. 15 minutes. 1 minute 15 pour Nicolas. Ah oui, 1h15. Non, c'est minutes, si. Ah ouais, c'est minutes. Il est à côté. Si, c'est minutes. Le problème de Marseille, c'est son taux de pauvreté. Alors, moi, je connais quelqu'un qui a pas mal d'appart sur Marseille et il loue. Hein. Le problème de Marseille, c'est qu'il faut connaître. Pour moi, c'est ça. C'est mon opinion. Moi, j'habite plutôt en secteur campagne. Il y a des affaires à faire. Ça, c'est clair. La campagne des affaires. 2h30 pour Stéphane. C'est bien. Hein, ouais, c'est pas mal. Bon, alors, j'en profite que vous êtes dans l'action et à me répondre. Qu'est-ce que vous pensez de faire les lives entre midi et 2? Parce que je peux les faire entre midi et 2, moi, si vous préférez. Ça peut largement être mené. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de monde au final. Je suis assez surpris. Je pensais qu'il y aurait plus de monde le soir. C'est pour ça que je les faisais le soir. Si vous préférez entre midi et 2, je les fais entre midi et 2. Voilà. C'est ta fille qui sera contente. Salut Mehdi. Ouais, je rentrerai plutôt le soir à la maison. Ça me dérangera pas. Hein. Tu n'hésites pas pour le mettre. Hein. Salut Mehdi. Donc effectivement, tout à fait. 10 minutes de chez moi environ pour 8 lots dans la même petite ville. Fred, il bosse et il préfère le soir. Mais Sandra, tu n'es pas Fred. Il n'y a qu'à être là. C'est à toi qu'on demande. Hein. Donc oui, c'est ça. Donc pour commencer, bon, on aura un petit peu balayé le sujet, quoi. Pas trop loin de chez soi. C'est ça. Pas de fermer la porte aux intermédiaires. Je pense qu'il faut être capable de faire les deux. Moi, j'ai fait un programme au départ qui apprenait à travailler sans les agences. Maintenant, dans le programme, tu peux ou travailler avec ou travailler sans. Et moi, je pense que c'est comme dans tous les métiers. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Personne n'est à l'abri de faire une erreur. Même nous, on peut faire des erreurs en travaillant pour vous. Dans tous les cas, ton travail, c'est de passer à l'action. Si ta tête est de travailler avec un agent, eh ben, travaille avec un agent. Si ça te bloque de travailler avec un agent, ben, ne travaille pas avec eux, mais agis. Parce que si tu n'agis pas, ben, ça risque d'être compliqué. Il faut surtout que tu trouves l'agent avec qui tu as confiance. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Il faut qu'il se passe un truc. Si voilà, nous, il y a des gens, j'en ai un toujours là, on n'a jamais vendu quelque chose encore, et il m'appelle toujours en me disant parce qu'il a envie d'être toi dans mon répertoire. Parce que si demain je l'appelle, j'ai pas eu d'opérations qui sont tombées parce que je l'appellerai en premier. Eh oui, c'est ça. Il m'appelle tellement souvent et il me gêne pas. Moi, je dis aux gens, appelez régulièrement vos agents, vous les gênez pas en fait. Ils mordent pas, il n'y a pas de problème, ou un petit texto en disant tiens, je suis toujours en recherche, ou j'ai acheté un bien, comme ça on cible mieux. Mais je trouve que il faut que vous soyez dans l'action et que vous soyez proche de vos partenaires pour quand ils pensent, quand il y a un bien qui tombe, bah, tu vois, je comprends l'exemple typiquement de dimanche dernier quand j'ai fait cette visite, on a pensé à la même. On a dit c'est pour elle. Ah ouais. Et on a dérangé un dimanche midi peut-être. Nous aussi, on était tous les deux en famille, mais c'était pour elle. Et il fallait, et elle a rien dit. Elle était contente. Et puis, c'est sinon. Voilà. Maintenant, elle est contente parce qu'elle nous parle de l'immeuble. Ouais, parce qu'en plus, maintenant, on ne s'est pas trompé et on sent que c'est pour elle. C'est-à-dire qu'elle en parle, elle n'est pas propriétaire et pourtant, moi, j'ai la sensation qu'elle en parle comme si elle était déjà propriétaire. Ouais, elle se projette. Elle se projette parce que, donc elle m'inonde je lui dis, moi, tu peux m'envoyer des messages tant que tu veux sur WhatsApp. Elle m'inonde de savoir comment. Sa problématique, vous allez rigoler, c'est savoir où on met, comment on organise le palier pour dispatcher les appartements. Alors moi, c'est à des kilomètres. Oui. La solution, on la trouvera peut-être en prenant du recul, peut-être avec un peu plus de temps, peut-être avec les artisans qui vont faire les travaux, parce qu'on s'accompagne aussi de gens de qualité. Mais elle s'est projetée et je trouve ça cool. Ouais, elle est déjà dedans. Quoi. Mais moi, je suis content pour elle. Franchement, ça me fait plaisir. C'est des bons trucs, quoi. Je préfère les lives le soir car à 12h, je bosse en général. Fais comme tu veux. Petite question à vous deux. À quand la baisse en IMO dans les grandes villes où il n'y en aura pas? Dans mon petit village, non, ça ne baissera pas. Non, dans les grandes villes, je ne sais pas. Honnêtement, moi, je pense qu'il faut attendre au fur et à mesure l'impact de tout ce qui se passe en ce moment. Je pense aux gens qui sont à Paris et aux Hauts-de-France en ce moment. C'est un petit message, mais je ne sais pas. Je pense que l'impact, il se fait toujours un petit peu après. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Est-ce qu'il va y en avoir un? Tu peux prévoir plein de choses, en fait. Il y a plein de choses que tu peux prévoir. Mais il y a des vendeurs et des acheteurs de chaque côté. Donc, il faut que ça convienne aux deux. Donc, peut-être que ça baissera parce qu'il y a des vendeurs qui auront besoin et les acheteurs feront les bonnes affaires si ça remonte. Parce que si ça reste au marché après, l'affaire elle est normale. Donc, et si le vendeur a estimé qu'il a perdu, il va en faire une quand il va racheter en fait. Donc, bon, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Et en tout cas, moi, j'ai pas d'avis vraiment tranché. Pour moi, dans les grandes villes, la baisse, elle a déjà lieu en fait.
Mais, il y a un mais, comme souvent dans les histoires, comme le dit Jérôme et comme je l'entends à droite et à gauche, comme on est dans une phase où il y a moins d'offres que de demandes, ben, tu ne la vois pas en fait. Donc, en gros, à mon sens, on a une baisse qui se traduit par des ventes, mais pour l'instant, tant qu'il y a plus de demandes que d'offres, ben, les prix se maintiennent. Après, il y a un double facteur qui est en train de rentrer en jeu et qui va, à mon avis, s'accélérer. Moi, j'ai un petit peu des infos par les banques. Moi, je pense que ça va baisser en fait. Je pense que tôt ou tard, dans les grandes villes, ça va baisser parce que déjà, les banquiers, là, ils ont un ralentissement de demande de crédit et les ménages de face. Alors là, attention, hein, je conçois bien clair, je parle des résidences principales. Je ne parle pas de l'investissement. L'investissement, l'arc, il est bandé, quoi. Il est tiré à fond et tout le monde est dedans parce que tous les investisseurs qui sont sur des marchés financiers mettent leur argent dans la pierre pour sécuriser une partie de leurs fonds. Donc, on est bien d'accord de mes propos. Je parle de la résidence principale et je parle aussi un peu du marché des commerces parce que on va pas se faire un dessin, on est tous au clair là-dessus. Les commerces, ils chargent sévère. Donc, ces deux marchés, pour moi, ils vont baisser. Dans quelle mesure, je ne peux pas le dire parce qu'il y a une compensation qui est en train de se mettre en place par le problème de l'offre et de la demande. Et il y a un dernier facteur qui va rentrer en ligne de compte, qui est en train déjà de rentrer en ligne de compte, c'est les refus de crédit. Il y a des refus de crédit. Les conditions d'accès au prêt ont beaucoup bougé ces derniers mois parce qu'à un moment donné, la HACF, j'avais fait une émission sur le sujet, avait durci, tellement durci que ça avait tout verrouillé. Nous, on a eu des soucis, on a tous eu des problèmes. Ça a été tellement décrié qu'ils ont relâché la pression, mais les banquiers sont échaudés. Du coup, ils vont chercher un certain profil. Donc, du coup, tout ça, c'est en train de se mélanger. La sauce, elle est en train de monter. J'en connais pas le goût, j'en connais pas la couleur. Je suis pas devin, mais voilà. Je pense que pendant le premier confinement, je vous avais dit qu'il y allait avoir un impact sur les loyers. Il y a déjà des impacts sur les loyers des grandes villes parce que les appartements sans extérieur aujourd'hui, les gens qui n'ont pas le choix, ils vont y aller. Mais s'ils ont le choix, ils vont tous sur des baraques. Donc, voilà, il se passe des choses sur le marché. On n'a pas, je suis d'accord avec Jérôme, on n'a pas la réponse. On a des données, comme je viens de les citer ici, très précises, qui nous permettent d'apprécier une tendance, mais voilà, on n'en sait pas plus. Une petite oui, bonne idée. Moi, je suis toujours passé par agence pour mon achat. Le plus dur, c'est de se faire passer les frais d'agence à ma charge pour les déduire. Ça, c'est certain, c'est encore plus difficile aujourd'hui. Tous mes lots sont à plus de 1h40 de chez moi. Ce matin, j'étais avec un notaire président de la Chambre des notaires. Des infos claires, pas assez d'offres et de prix, les prix figés, voire certains produits maison en augmentation. Voilà, exactement. Il y a les baraques, c'est en train de… Ça brûle. Les maisons, si tu en as une, si tu es propriétaire, et je le dis depuis le premier jour du confinement, si tu es propriétaire de ta maison, surtout, vends. Alors, il y a le truc qui est très drôle dans cette situation, c'est qu'en France, les gens sont tellement accrochés à leur maison qu'ils ne vendent pas en fait. Et en faisant ça, ils continuent à dumper le marché en fait. Donc, c'est très rigolo la situation. Et ceux qui ont le cran de le faire, clac, ils passent à la caisse. Voilà. On le voit dans la location. À Paris, ça baisse, effectivement. Likez, effectivement, Sandra a raison, likez. Allez, on arrive au bout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ah non, c'est que moi je veux vendre ma maison en ce moment, mais c'est ma femme qui veut pas. C'est souvent le cas d'ailleurs. Le marché de la maison se décide soit par les femmes, soit par les enfants, soit par les deux. Ouais, c'est ça. Bonne chance. Mais bon. Du coup, j'ai repoussé. Mais non, mais c'est encore une fois, je vous le dis, si au final aujourd'hui le marché il est sur les maisons. Donc, effectivement, on est tous là à dire les immeubles, trouver des trucs et tout. Il y a des mecs qui te parlent du Bitcoin, du machin, du truc. Trouve un petit marché niché avec des bonnes baraques à juste rafraîchir. Tu les prends, tu les rafraîchis, tu les vends. Il y a de l'argent à gagner là, maintenant. Là, maintenant. Voilà. Et là, ça, c'est pas un conseil que, voilà, il faut pas le mettre en place dans 6 mois. Il faut le mettre en place maintenant. J'insiste parce que c'est le moment. Fred a mis la maison de ville en vente. Le marché est très, voire trop calme. Ouais, mais les maisons de ville, encore pareil. Aujourd'hui, on est bien d'accord, maison avec extérieur. Les gens ne veulent plus être confinés dans des apparts. Ils veulent pouvoir sortir, prendre l'air. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Parce que moi, je n'ai jamais été confiné. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas senti les effets, quoi. Bon, écoutez, merci à tous. On se tient au courant cet après-midi pour tous ceux qui sont sur les groupes privés. Pensez à aller voir, il va y avoir des infos pour les prochains coachings de groupe. Merci d'avoir été là. Nous, on se retrouve lundi soir pour le prochain live. Merci Jérôme d'être venu, d'avoir entraîné ce duo de micros. Il va y avoir d'autres personnes qui vont venir avec moi maintenant sur les lives. C'est pour ça que j'ai pris un double micro. Donc, on peut peut-être un peu en parler. On va faire venir des mandataires pour qu'ils parlent de leurs régions respectives. Si vous avez besoin de chercher dans des régions particulières, là où nous avons des personnes donc, qui vont venir ici pour parler avec moi de leur région, nous expliquer des choses, des prix au mètre carré, etc., comment ça marche.
Voilà, n'hésitez pas vous aussi à me soumettre des idées d'émissions parce que je suis parti pour quand même pas mal d'émissions. Donc, j'ai un cerveau qui fonctionne, mais pas voilà. Hein, si on a plusieurs cerveaux, le cerveau collectif marche mieux. Donc, n'hésitez pas à me soumettre des idées, c'est avec grand plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Jérôme. À bientôt. Merci. Salut. Bouge pas, j'éteins tout. Ah, on avait des questions sur Facebook. Ah, zut.